Dans cet épisode de Cruauté en face, nous plongeons dans une affaire où l'amour, la trahison et l'avidité se sont entremêlés de manière tragique. Un voyage en famille qui aurait dû être un simple moment de détente, mais qui s'est transformé en un drame glaçant. Des circonstances troublantes, une vérité qui tarde à éclater, et un choc bien au-delà des frontières. Avant de commencer, une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne secondaire Cruauté en face story. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder, à vous abonner et à commenter. J'y publie 1 à 2 vidéos par semaine, alors ne manquez rien. On pense souvent que l'on est en sécurité auprès des siens, que nos proches sont ceux en qui nous pouvons avoir le plus confiance. Mais parfois, certaines ombres grandissent dans le silence, prêtes à frapper au moment où l'on s'y attend le moins. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire va vous prouver que même les liens les plus solides peuvent cacher d'effroyables secrets. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une affaire où l'amour et la loyauté ont volé en éclats. Préparez-vous, car certaines trahisons sont impossibles à pardonner. L'affaire d'aujourd'hui trouve son épicentre en Inde, mais l'histoire, elle, prend racine au Royaume-Uni. C'est là que vivait Ramandip Kaur Mann, l'une des 4 filles de Paul Mann et d'Amrit. Sur son enfance, pas grand-chose à signaler. Si ce n'est qu'elle a suivi une scolarité irréprochable, ses parents tenant à lui offrir une éducation de qualité. Paul, d'ailleurs, était un entrepreneur prospère et, dans les années 1990, la famille menait une existence plutôt confortable, ancrée dans la classe moyenne aisée. Puis, à 17 ans, l'amour a frappé à sa porte, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. À la fin de ses études secondaires, elle a rencontré Sukhjit Singh, un jeune homme de 3 ans son aîné. Originaire du district de Taran Taran, au Pendjab, il vivait à Basantapur, en Inde. Sa famille n'était pas dans le besoin, mais Sukhjit rêvait grand. Il voulait quitter son pays, s'installer en Angleterre et y bâtir un avenir meilleur. Au début des années 2000, il a fait le grand saut, bien décidé à travailler dur pour offrir une vie plus confortable à ses proches. Entre eux, tout s'est enchaîné rapidement. Leur relation s'est transformée en romance, et en 2005, ils se sont mariés. Et, fait rare dans la culture indienne, ce n'était pas un mariage arrangé. Non, ces deux-là s'aimaient vraiment. Ils ont uni leur vie par choix, avec la bénédiction de leurs familles respectives. De l'extérieur, ils formaient un couple parfait. L'amour se lisait dans chaque geste, chaque regard. On racontait même que Sukhjit aurait embrassé le sol sur lequel marchait Ramandip. Un poil exagéré peut-être? Toujours est-il qu'ils étaient respectés de tous, travailleurs, honnêtes, un exemple à suivre. Puis, comme le veut le schéma classique, les enfants sont arrivés. 2007, naissance d'Arjun. 3 ans plus tard, Aaron a vu le jour, une famille comblée, du moins en apparence. Parce que, vous vous en doutez, si cette histoire mérite d'être racontée, ce n'est pas pour son happy ending. Au début, le couple s'était lancé dans la restauration, dirigeant une pizzeria au sud de Londres. Une belle aventure, sauf que les coûts étaient astronomiques. Très vite, ils ont compris que leur rêve de pizzaiolo risquait de virer au cauchemar financier. Alors, ils ont pris une décision radicale, déménager dans un endroit bien plus abordable, mais aussi bien plus loin de Londres. Ce n'était pas juste une question d'argent. Là-bas, une importante communauté sikh était installée. Un détail loin d'être anodin, puisque Sukhjit était très attaché à sa foi. Ce réseau pouvait être un atout précieux pour de nouvelles affaires. Avec cette idée en tête, la petite famille de 4 a posé ses valises dans son nouveau foyer. Une fois installé, Ramandip s'est rapidement fait une place.
Diplômée en design graphique, elle a décroché un poste de responsable dans une grande enseigne. Elle avait même un second job, mais impossible de savoir exactement en quoi il consistait. De son côté, Sukhjit gagnait déjà de l'argent grâce à ses propres affaires. Mais pour assurer les fins de mois, il travaillait aussi comme conducteur. Son objectif était clair, monter sa propre entreprise de transport baptisée Arjun Transport, en hommage à son fils aîné. Tout semblait rouler dans tous les sens du terme. Financièrement, il progressait. Socialement, il s'intégrait parfaitement. Leur communauté les appréciait et, cerise sur le gâteau, leur avenir s'annonçait florissant. Sukhjit, fidèle à ses valeurs, ne manquait jamais un dimanche au temple et donnait de son temps au musée national sikh. Il était respecté, apprécié, un homme dévoué. Quant à leur relation, selon un ami, Sukhjit était un mari protecteur, mais loin d'être oppressif. Il n'imposait rien à Ramandip, ni sur sa tenue, ni sur son comportement. Bien au contraire. Elle adorait les vêtements élégants, les bijoux scintillants, et elle obtenait toujours exactement ce qu'elle voulait. Un couple modèle, des parents exemplaires, une ascension sociale sans accroc, un véritable conte de fées. Sauf que les contes de fées, on sait comment ça se termine, ou plutôt comment ça ne se termine pas. En novembre 2015, le couple a décidé de s'offrir des vacances en famille à Dubaï. Pour Sukhjit, ce voyage représentait une bouffée d'air frais, l'occasion parfaite de se détendre, de profiter de sa femme et de ses enfants, et de retrouver son meilleur ami Gurpreet Singh. Les deux hommes se connaissaient depuis l'école et, bien qu'ils ne partagent pas le même sang, ils se considéraient comme des frères. Gurpreet s'est joint à la famille pour plusieurs excursions et sur les photos postées en ligne, tout transpirait l'harmonie et le bonheur. Trop beau pour être vrai? Oui, parce que pendant que Sukhjit riait avec son ami, quelque chose d'autre se tramait derrière son dos. Sans qu'il ne se doute de rien, sa femme et Gurpreet ont entamé une liaison secrète durant ce voyage. Ce qui devait être une simple retrouvaille entre frères de cœur s'est transformé en début de trahison. Après leur retour, la relation interdite s'est poursuivie en douce, alimentée par des appels clandestins et des messages brûlants. Mais il y avait un problème majeur. Sukhjit était toujours dans l'équation. Et manifestement, il allait falloir trouver un moyen de l'en retirer. Le plan s'est mis en place. Première étape, organiser une nouvelle rencontre, cette fois en Inde. Deuxième étape, fixer la date du crime. L'été 2016 serait parfait. Alors, en juillet, le couple et leurs enfants ont embarqué pour un séjour en famille. Entre visites et retrouvailles avec la grand-mère de Sukhjit, tout semblait normal, mais Gurpreet n'a pas tardé à les rejoindre, officiellement pour voir son frère, officieusement pour retrouver sa maîtresse et passer à l'action. Sukhjit, lui, a senti que quelque chose clochait. Les regards échangés, les gestes furtifs, la complicité trop évidente entre sa femme et son ami. Il n'était pas idiot. Mais il n'a pas eu le temps de creuser plus loin, car le piège était déjà en place. Le jeudi 1er septembre 2016, Ramandip a décidé de préparer un biryani pour toute la famille, un plat délicieux, épicé à souhait et agrémenté d'un petit extra, un puissant sédatif. Le dîner s'est déroulé sans accroc, tout le monde s'est régalé, sauf Arjun, leur fils aîné, qui, par chance ou par instinct, a à peine touché à son assiette. Il n'avait pas faim et a mangé autre chose. Un choix qui allait, sans le savoir, lui sauver la mise. Quant aux autres, ils avaient déjà un pied dans le piège. Et une chose est sûre, ce repas allait marquer un tournant fatal. Après avoir rangé la cuisine et remis de l'ordre, l'heure du repos avait sonné.
La famille de Sukhjit s'est retirée pour la nuit dans la chambre qu'ils partageaient à l'étage de la maison de la grand-mère. Rien d'anormal, juste une soirée comme une autre après un bon dîner, du moins en apparence. Le lendemain matin, tout le monde s'est retrouvé pour le petit déjeuner. Tout le monde, sauf Sukhjit. Arjun, son fils aîné, a d'abord gardé le silence, mais dès qu'il a aperçu sa grand-mère, il a craqué « Papa ne se réveille pas ». Alertée, la vieille femme s'est précipitée à l'étage, et l'horreur l'a foudroyée dès qu'elle a entrouvert la porte. Sur le lit, sous un drap maculé de sang, gisait le corps sans vie de son fils. Assassiné, ses hurlements ont transpercé les murs, réveillant tout le quartier. Les voisins, paniqués, ont accouru, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Mais il n'y avait rien à comprendre. Un meurtre avait été commis, et l'atrocité de la scène ne laissait aucun doute sur l'intention derrière l'acte. 1 heure plus tard, la police est arrivée sur place et a immédiatement placé Ramandip en garde à vue. C'est à ce moment-là qu'Arjun, 9 ans, s'est approché de sa grand-mère et lui a murmuré l'impensable. Il avait tout vu. Ce qu'il a raconté était purement cauchemardesque. Cette nuit-là, alors qu'il dormait aux côtés de son petit frère, il s'était réveillé en entendant des bruits étranges. En soulevant légèrement la couverture, il avait vu sa mère, assise sur la poitrine de son père, un oreiller plaqué contre son visage. Sukhjit luttait, mais il n'était pas seul contre elle. Gurpreet, l'oncle Mitou, le prétendu meilleur ami, était là aussi. Arjun l'a vu sortir un marteau et l'abattre sur la tête de son père. 2 coups, suffisants pour l'affaiblir, mais pas pour l'achever. C'est alors que Gurpreet a sorti une lame et l'a tendue à Ramandip. Sans hésiter, elle a tranché la gorge de son mari sous les yeux de son propre fils. Arjun, terrorisé, s'était caché sous les draps et n'avait plus bougé jusqu'au matin. Il s'était réveillé en voyant le corps de son père vidé de son sang. Pendant que Ramandip était emmené par la police, une chasse à l'homme s'est immédiatement déclenchée pour retrouver son complice. Gurpreet, lui, croyait s'en tirer. Il avait filé droit vers l'aéroport, espérant s'envoler pour Dubaï. Mais les autorités l'ont intercepté de justesse avant qu'il ne puisse monter à bord, piégé, comme Sukhjit l'avait été. Les enquêteurs n'ont pas eu à creuser bien loin pour découvrir le mobile du crime. Très vite, la liaison entre Ramandip et Gurpreet est apparue au grand jour. Mais il y avait plus encore. Sukhjit, sans le savoir, avait signé son propre arrêt de mort en souscrivant une assurance vie de 2 millions de livres sterling, soit environ 2 500 000 $ à l'époque. Et ce n'était pas tout. À sa mort, Ramandip devait également hériter de 2 maisons et d'un compte bancaire contenant 100 000 livres supplémentaires. En clair, beaucoup trop d'argent pour qu'elle reste fidèle. Quant à savoir pourquoi personne n'avait entendu le moindre cri, la réponse était simple. Elle avait tout prévu. Le sédatif ajouté au repas avait fait son effet, plongeant tout le monde dans une torpeur, sauf Arjun, qui par chance avait peu mangé ce soir-là. Mais ceux qui l'avaient vu allaient hanter ses nuits pour le reste de sa vie. Peu après leurs arrestations, les enquêteurs ont ratissé la scène du crime. Un couteau ensanglanté a été retrouvé dissimulé dans des buissons non loin de la maison. La preuve du meurtre, abandonnée à la hâte dans la nuit. Lorsque les parents de Ramandip ont appris son arrestation, ils ont immédiatement engagé une équipe d'avocats. Quelques jours plus tard, la défense a tenté de la faire libérer sous caution, peine perdue. Le juge a refusé sans même se donner la peine de justifier son refus. 1 mois a passé. Les 2 amants meurtriers restaient en détention, mais le procès semblait au point mort. Ce n'est que fin septembre qu'ils ont enfin été présentés devant un tribunal. Et encore, uniquement par visioconférence. Leur détention a été prolongée sans qu'aucune accusation officielle ne soit encore prononcée.
À ce stade, le Bureau des Affaires étrangères britannique est intervenu. Ramandip, citoyenne britannique, bénéficiait désormais d'un soutien juridique dans son pays d'origine. Sa famille, quant à elle, n'a pas tardé à riposter. Son père a balayé les accusations d'un revers de main, affirmant que sa fille était innocente et que la mort de Sukhjit relevait d'un complot familial. Selon lui, son gendre aurait été assassiné par sa propre famille, car il prévoyait de vendre des terres en Inde pour financer son entreprise de transport au Royaume-Uni. Et la fameuse liaison avec Gurpreet ? Pure invention, d'après lui. À Derby, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Les amis du couple, sous le choc, refusaient d'y croire. Ramandip, une meurtrière ? Impossible. Pour eux, c'était un couple parfait, un modèle de bonheur. On ne leur connaissait aucun conflit, aucune dispute. Un amour visible à l'œil nu, du moins jusqu'à ce que le rideau tombe sur cette mise en scène soigneusement entretenue. La semaine suivante, une série de prières quotidiennes a été organisée au temple sikh, où Sukhjit avait l'habitude de se recueillir. L'émotion était palpable, les hommages se multipliaient. Mais ce qui a surpris, c'est que même certains représentants du sanctuaire ont évoqué la piste des terres familiales comme possible mobile du crime. Selon eux, la famille de la victime aurait pu orchestrer son assassinat pour protéger leur héritage. Un beau retournement de situation orchestré par ceux qui refusaient de voir Ramandip autrement que comme une épouse endeuillée et innocente. Pendant ce temps, en Inde, l'enquête piétinait. 2 mois de détention et toujours aucune charge formelle retenue contre Ramandip et Gurpreet. Un flou judiciaire insupportable pour la famille de la suspecte qui s'est précipitée en prison pour la voir. Ses parents, Amarjit et Paul, en sont ressortis angoissés, affirmant que leur fille était méconnaissable, traumatisée, en deuil, privée de ses enfants. Elle était décrite comme une femme brisée, incapable de manger, de dormir ou même de se sentir en sécurité dans une prison indienne. Un pays où elle ne parlait ni ne comprenait bien la langue. Parallèlement, une autre bataille se jouait en Angleterre. Qui allait obtenir la garde des enfants ? Les parents de Ramandip ont tout tenté pour les récupérer, mais la justice britannique a tranché. Arjun et Aaron seraient confiés aux oncles paternels, Kuldip Singh et sa femme Kulvinder Kaur, un couple établi et financièrement stable. Un coup dur pour les grands-parents maternels qui se sont battus sans relâche et sans succès. Ce n'est qu'après 7 mois d'acharnement judiciaire et plus de 100 000 livres sterling d'honoraires, l'équivalent de 120 000 $, que la famille de Ramandip est parvenue à obtenir sa libération sous caution. Elle n'a pas pour autant retrouvé la liberté. Loin des projecteurs, elle a été confinée dans une zone rurale indienne chez des amis de la famille, en attendant son procès. Une cage dorée, certes, mais une cage tout de même. Les proches de la suspecte continuaient à crier à l'injustice, insistant sur son innocence. Mais les autorités indiennes, elles, étaient catégoriques. Ramandip et Gurpreet étaient coupables, et ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Selon les enquêteurs, le couple adultère avait choisi de commettre le meurtre en Inde, persuadé qu'il pourrait s'en sortir grâce aux failles du système judiciaire. Un pari risqué, un pari perdu. Avec le temps, les enquêteurs ont commencé à révéler les premières conclusions de leurs investigations. Au départ, la piste du conflit familial pour des terres était prise au sérieux. Mais en fouillant les lignes téléphoniques des suspects, les autorités ont découvert une vérité bien plus sombre. La nuit du meurtre, Ramandip et Gurpreet avaient échangé des messages tard dans la nuit, confirmant une coordination suspecte. Quand elle a été interrogée, elle a d'abord refusé de coopérer, prétextant
qu'elle ne comprenait pas bien la langue, puisqu'elle était née au Royaume-Uni. Mais face aux preuves accumulées, elle a fini par craquer. Oui, elle et Gurpreet étaient amants. Oui, ils avaient prévu de vivre ensemble. Oui, ils avaient décidé d'éliminer Sukhjit. Selon sa propre version, elle aurait demandé le divorce, mais son mari aurait refusé. C'est là que, selon elle, tout aurait basculé. Plutôt que de tourner la page, elle et Gurpreet auraient alors planifié son meurtre. Un détail troublant. Dans son témoignage, elle ne semblait rien regretter, sinon d'avoir été prise. Pourtant, ce n'était rien comparé à ce que Gurpreet allait raconter, car lui, loin d'assumer pleinement son crime, a préféré se donner le beau rôle. Dans une vidéo d'interrogatoire rendue publique, il a livré sa propre version, une tentative désespérée de justification. Selon lui, Ramandeep vivait sous la pression d'un mari toxicomane et violent. Elle lui aurait confié que Sukhjit se droguait, qu'il devenait agressif et qu'elle ne se sentait plus en sécurité. Pour Gurpreet, c'était la raison pour laquelle elle s'était rapprochée de lui. Il aurait tenté de parler à son ami, de le convaincre d'arrêter, mais sans succès. À l'entendre, ce n'était pas un crime passionnel, c'était un acte de désespoir. Le récit de Gurpreet devient ensuite brouillon, confus, répétitif. Il parle de routes barrées, de pierres qui tombent, de l'argent qu'il aurait dû donner à quelqu'un. Un flot de paroles sans queue ni tête, comme s'il essayait d'embrouiller les enquêteurs. À un moment donné, il prétend avoir appelé Ramandeep, mais la communication était mauvaise à cause d'un train. Un détail absurde, mais qui montrait surtout une chose. Il n'avait aucune explication cohérente à donner sur ce qui s'était réellement passé. Une chose restait certaine, les enquêteurs ne croyaient pas un mot de cette mascarade. Ramandeep et Gurpreet avaient tout planifié, pensant que l'Inde leur offrirait une impunité facile. Mais maintenant, leurs mensonges s'effondraient un à un. Le piège qu'ils avaient tendu à Sukhjit était en train de se refermer sur eux. Comme vous l'aurez remarqué, Gurpreet a assumé la responsabilité d'avoir tranché la gorge de son ami. Un dernier geste de barbarie, comme un point final à cette trahison. Mais la justice en a décidé autrement. À la fin, c'est la version d'Arjun qui a prévalu. Le petit garçon, seul témoin direct du massacre, a eu le courage absolu de répéter, devant les enquêteurs, chaque détail de cette nuit d'horreur. Sa mère, et non Gurpreet, avait porté le coup fatal. Lors de son témoignage, il ne s'est pas contenté de relater les faits. Il a aussi parlé de son père, de l'homme qu'il admirait tant. Il a raconté leur balade à vélo, leurs moments passés à bricoler ensemble. Il a dit qu'il voulait être comme lui en grandissant. Puis, il a parlé de sa mère. Avec un détachement glaçant, il a affirmé qu'elle était mauvaise, qu'il ne voulait plus jamais la revoir, parce qu'elle avait tué son père sous ses propres yeux. Il n'y avait pas de place pour le doute, ni pour le pardon. Et pourtant, malgré toutes ces preuves accablantes, il aura fallu 7 ans pour que l'affaire arrive enfin devant un tribunal. Octobre 2023, le procès s'ouvre enfin au tribunal de district de Shurashampur. Entre-temps, Arjun et son frère avaient grandi loin du drame, en Angleterre, sous la garde de leurs oncles paternels. Mais ce procès, Arjun ne comptait pas le laisser passer. À 16 ans, il est retourné en Inde, déterminé à affronter sa mère en justice. Il a réaffirmé, avec une précision glaçante, tout ce qu'il avait vu dans son enfance. Et cette fois, personne ne pourrait l'ignorer. Au fil des audiences, les preuves ont défilé. Enregistrements téléphoniques, messages échangés entre les accusés, appels de la nuit du crime, tous ont été révélés en salle d'audience. Et surtout, la confession filmée de Gurpreet. Une pièce accablante, mais le coup fatal, cette fois, n'a pas été donné avec un couteau. C'est le témoignage d'Arjun qui a scellé le sort de sa mère.
Il a décrit avec une exactitude chirurgicale la chambre où tout s'était joué, l'emplacement des lits, les bruits qui l'avaient réveillé. Puis, l'instant où il avait entendu les mots qui condamnaient son père. Il est encore en vie, il faut en finir. C'est à ce moment-là, a-t-il confirmé, que Gurpreet a sorti un couteau, l'a tendu à sa mère et qu'elle a tranché la gorge de son mari. Froidement, délibérément, sous les yeux de leur propre fils. Un crime inexcusable, un témoignage implacable. La justice pouvait-elle encore hésiter ? L'adolescent, submergé par l'émotion, a eu du mal à revivre cette nuit d'horreur devant la cour. Il a confié qu'il était terrifié, qu'une seule pensée le hantait. S'il bougeait, s'il parlait, il pourrait s'en prendre à lui. Alors, il était resté immobile, recroquevillé sous la couverture, osant à peine respirer. Il avait tout vu. Mais son esprit d'enfant refusait d'accepter l'atrocité qui se déroulait sous ses yeux. Il avait fini par fermer les paupières, puis, épuisé par la peur, il s'était endormi. Pendant tout le témoignage de son fils, Ramandip n'a pas bronché, pas un mot, pas un regard. Son corps était là, figé, mais son esprit semblait ailleurs. Elle est restée tête baissée, les yeux rivés sur le sol, incapable ou refusant de croiser le regard de son propre enfant. Pas une larme, pas une once d'émotion, juste un silence glacial. L'avocat de la famille de Sukhjit, lui, n'a pas mâché ses mots. Il a balayé la défense de l'accusé d'un revers tranchant. Non, elle n'avait jamais demandé le divorce. Non, elle ne regrettait rien. Depuis son arrestation, elle s'était montrée froide, hautaine, arrogante, aucune culpabilité, aucun remords, et surtout un mobile implacable, se débarrasser de son mari, non seulement pour son amant, mais pour l'argent. En assassinant Sukhjit, elle héritait de son assurance-vie, de ses biens en Angleterre et en Inde. Un crime aussi calculé qu'impitoyable. Mais face à l'évidence, Ramandip n'a pas flanché. Elle a persisté. Elle a menti. Encore et encore. Selon elle, c'était la famille de son mari qui l'avait tué pour l'empêcher de vendre leur terre ancestrale. Un dernier subterfuge, un ultime mensonge, alors que tous les éléments du dossier l'accablaient. Après 16 témoignages accablants, après des années d'attente, le juge était prêt. Le verdict allait tomber, et cette fois, elle ne pourrait plus se cacher. Avant d'annoncer le verdict, le juge a pris la parole. Son ton était grave. Il a rappelé que cette affaire ne se résumait pas seulement à la perte de Sukhjit Singh. Avec lui, c'est aussi l'âme d'une vieille veuve qui s'était éteinte. Elle avait passé ces dernières années à espérer voir son fils à ses côtés, pour finalement recevoir son corps sans vie. Mais ce n'était pas tout. 2 enfants avaient perdu bien plus qu'un père. Ils avaient perdu leur enfance. Arrachés à une existence heureuse, ils avaient grandi avec le poids d'un crime atroce sur leurs épaules. Un poids dont ils ne se remettraient jamais totalement. Puis, le verdict est tombé. Coupable. Tous les 2. Gurpreet Singh a été condamné à la réclusion à perpétuité, assortie d'une amende de 300 000 roupies, environ 3 600 $. Mais la sentence la plus sévère était encore à venir, le sort de Ramandip Kaurman. Le juge n'a montré aucune clémence. Il a prononcé la peine de mort. En Inde, cela signifie une seule chose, la pendaison. À l'instant où les mots sont tombés, Ramandip a explosé. Elle s'est levée. Elle a crié « Je suis innocente! On m'incrimine !» Sa voix a résonné dans la salle d'audience. Mais personne n'a bougé. Personne ne l'a cru. Pas après tout ce qui avait été révélé. Malgré le témoignage accablant de son propre fils, sa famille refuse toujours d'accepter la vérité. Pour eux, Ramandip est une victime, pas une meurtrière. Ils continuent à défendre la thèse d'un complot familial lié aux terres.
un dernier acte de déni face à une justice qui, elle, ne vacille plus. L'appel du verdict a été immédiatement introduit. Ils ont juré qu'ils se battraient jusqu'au bout. Mais le destin de Ramandip n'est peut-être pas encore scellé. En Inde, la majorité des condamnations à mort sont commuées en réclusion à perpétuité. L'échafaud peut attendre, mais la prison, elle, est déjà là. Et cette fois, il n'y aura plus d'échappatoire. La corde est peut-être toujours son destin. Si son appel échoue, Ramandip pourrait être exécuté. En attendant, elle croupit dans la prison insalubre et surpeuplée de Shaharampur, sous la surveillance constante d'une agente affectée à sa garde. Les années passent, mais l'ombre de la potence, elle, ne disparaît pas. Avec cette condamnation, Ramandip est entrée dans l'histoire, première femme et mère britannique condamnée à mort en Inde. Un record macabre, un titre qu'aucune autre avant elle n'avait porté. Mais ce qui frappe le plus, ce ne sont pas les barreaux de sa cellule, c'est le rejet absolu de ceux qui, autrefois, l'appelaient « maman ». Arjun, aujourd'hui adolescent, reste inflexible. Il ne pardonne pas, il ne veut pas oublier. Pour lui et son frère, elle n'existe plus. Elle n'est pas leur mère, elle ne l'a jamais été. Il a même déclaré publiquement qu'il espérait être présent le jour de son exécution. Il veut la voir mourir, il veut s'assurer que justice soit rendue. Le mépris qu'il lui voue est total. Ramandip a tenté de reprendre contact. Elle leur a écrit des lettres remplies de mots qu'ils ne liront jamais. Arjun et son frère ne les ouvrent même pas. Ils les déchirent, ils les jettent à la poubelle, sans un regard, sans une hésitation. Car certaines choses sont irréparables. Certains crimes effacent un nom pour toujours. Et Ramandip Kaur Mann n'est plus qu'un fantôme, un souvenir que ses propres enfants ont choisi d'enterrer. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.